Salut et bienvenue sur Dynamic Step, le podcast où sport et motivation se rencontrent pour t'aider à atteindre tes objectifs et réaliser tes rêves. Dans chaque épisode, nous allons t'apporter des conseils pratiques, des histoires inspirantes et des entretiens avec des experts et des passionnés pour te motiver à donner le meilleur de toi-même dans tous les aspects de ta vie. Que tu sois un athlète chevronné, un amateur de sport ou simplement quelqu'un cherchant à améliorer son lifestyle, ce podcast est fait pour toi. Alors accroche-toi bien, let's go. Eh bien bonjour à vous, aujourd'hui je suis avec Luce qui a 33 ans, qui est une passionnée de montagne, d'aventure, une vraie aventurière des temps modernes. Luce qui a dû faire aussi face à un accident assez grave. Elle a su surmonter cette épreuve face à toute une rééducation à l'hôpital. Aujourd'hui Luce, tu as un véritable message d'espoir. Comment tu vas ? Bonjour Mathieu, ça va très très bien. Tu as l'air en pleine forme, tu es rayonnante en tout cas. Ah oui, je reviens de 2 semaines de vacances, ça aide beaucoup. Ça aide un peu. Ouais. T'étais où en vacances ? J'ai fait 2 semaines dans les montagnes, d'abord dans le sud du Vercors, et puis après dans le Queyras. Le but c'était de marcher toute seule et marcher avec mon conjoint, et puis faire un peu de parapente quand même, un peu d'escalade, profiter de la montagne. Profiter de la montagne, t'es une Ouais. vraie montagnarde. J'aime en profiter en tout cas, ça Tellement c'est profiter, sûr. ouais. Ouais. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, très rapidement, très brièvement pour les gens qui ne te connaissent pas ? Du coup, Luce, 33 ans, j'aime plusieurs choses dans la vie, le travail quand même, je fais de la chirurgie ORL et c'est quelque chose que je trouve vraiment passionnant. Et la nature, la montagne et donc toutes les activités extérieures finalement avec la marche à pied, la rando, le trail, le parapente, l'escalade, tout ce genre de choses, l'alpinisme à petit niveau à chaque fois, mais assez pour me faire plaisir. T'es une touche à tout en fait. Tant que c'est dans la nature et la montagne, ça me va très bien. Après, il y a la mer aussi qui est très sympa. Ça t'est venu d'où ce goût de l'outdoor en fait, ce goût de pouvoir toucher à tout, grimper, sauter, voler, ça t'est venu d'où ? C'est surtout la faute de mes parents. La faute de tes La parents, faute de c'est mes clairement parents, dit, ouais. ça c'est dit. Non, vraiment, j'en ai souffert. Non, depuis tout petit, ils nous emmènent en montagne, ils nous emmènent en rando. Mon père vient de Briançon, D'accord. donc on a eu l'occasion de beaucoup faire de montagne et bien en profiter. Et dès tout petit, ils essayaient de nous emmener pendant plusieurs jours marcher, avec des ânes d'ailleurs, quand on était Ok. enfants. C'était très sympa. Et puis après, ils nous ont vite introduits à l'escalade. Pas au parapente, mais à l'alpinisme et à tous ces sports de montagne. Et D'accord. puis le parapente, c'est venu un peu après. J'ai fait mon internat de médecine à Clermont-Ferrand. Mhm. Et à Clermont-Ferrand, tu as le Puy de Dôme qui dépasse avec toujours une foule de parapentes. Donc obligatoirement, au bout d'un moment, tu es obligé de t'y mettre. Et t'avais quel âge quand tu as commencé le parapente ? Le parapente, j'étais encore interne. Je pourrais plus te dire, mais ça devait être aux alentours de 24-25 ans. J'ai juste fait des stages. Et j'ai repris pour de vrai vraiment en 2021. Ok. Où là, j'ai pu faire une année un peu plus tranquille sur le plan du travail parce que j'ai fait un master de recherche. Et donc, j'avais un emploi du temps un peu plus léger qui m'a permis de profiter du parapente. De voler un peu Ouais. plus. Comment ça se passe pour le parapente ? Parce que je sais, par exemple, tu vois, soit en parachute, il y a différents niveaux. Des fois, t'es accompagné, après, tu n'es plus accompagné. Le parapente, ça se passe comment en France ? C'est exactement ça. Alors, en France, tu n'as pas besoin de brevet pour voler par rapport à d'autres pays comme la Suisse. Mais effectivement, la plupart du temps, ce qui est recommandé, c'est de commencer par des stages. Tu fais un stage d'initiation, plus ou moins un stage de progression. Moi, j'aime beaucoup faire des stages parce que tu es avec des copains, c'est très rassurant. Et puis, les moniteurs deviennent aussi des copains, donc c'est très chouette. Et au fur et à mesure de tes sensations, tu vas voler. Alors, tu vas voler un peu comme le ski, d'abord sur des pistes vertes, en quelque sorte. D'accord. Donc, dans des conditions qui sont très calmes, le matin, le soir. Et puis, au fur et à mesure que tu progresses, tu vas aller vers les pistes rouges, voire les pistes noires. Donc, les pistes noires, tu as des bosses. Ça peut être un peu plus dangereux. Tu peux plus facilement te faire une jambe. C'est un peu la même chose au parapente. Ok, d'accord. Voilà, c'est selon les conditions météo et les lieux surtout. Et comment tu as appris ? Parce que les conditions météo, il y a quand même l'analyse du vent. On est sur un sport qui est certes mécanique avec la voile, mais qui n'est pas que mécanique. Tu es quand même en train de gérer pas mal de choses qui sont pas entre tes mains, entre guillemets. Ouais, et c'est ça qui est passionnant et qui fait un peu peur, mais finalement comme l'alpinisme, Ouais. c'est que tu essayes d'avoir connaissance le plus possible de ce qui t'entoure, de la météo, du terrain. Mais il y a des choses sur lesquelles tu n'as vraiment aucun contrôle. Et le parapente, c'est ça aussi. C'est-à-dire que tu essaies d'être au taquet le plus possible sur le terrain sur lequel tu vas voler, sur la météo de la journée. Et plus tu as d'expérience et plus tu t'es renseigné, mieux c'est.
Et on voit très bien les très très bons parapentistes, ils ont une analyse aérologique et de la météo qui est assez incroyable. T'as des cours sur ça ? Mais du coup, c'est surtout à toi C'est à toi d'apprendre. Après, justement, tu peux passer des brevets de pilote, des brevets de Mhm. pilote confirmés. Et ces brevets demandent justement d'avoir ces connaissances-là. Donc, en fait, le fait de vouloir passer ces brevets, ça te permet d'apprendre tout ça. Et grâce à ces brevets, après, tu peux faire des compétitions et tu peux faire des choses un peu plus dures. Ok. Mais en soi, tu n'es vraiment pas obligé de passer tout ça. Et tu peux juste pratiquer le parapente comme tu veux, tranquillement, chez toi, et aux heures que tu veux, et sur les terrains que tu veux. Après, c'est à toi de décider si tu veux voler alors que tu connais pas le terrain ni la météo. Alors chez moi, ça va être compliqué parce qu'à Lyon, faire du parapente, c'est Oui. très complexe. C'est quoi ton spot préféré justement pour faire du parapente ? Celui où tu dis, demain je te dis, let's go, on y va, tu me dis, ah j'arrive tout de suite. Oh, On a j'ai beaucoup. quand même une petite affection pour le Puy-de-Dôme parce que c'est là où j'ai appris. J'ai pas mal de copains qui volent là-bas aussi. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup voler là-bas. C'est un peu mon lieu de cœur. Après, les Alpes nous offrent un terrain de jeu assez incroyable. Tu as beaucoup d'endroits dingues. Dans le Sentier aussi, tu as des lieux très très beaux qui sont perdus, ce qui est très agréable parce que du coup, tu as beaucoup moins de gens que dans certains lieux des Ok. Alpes. L'avantage également de l'Auvergne, c'est que tu vas avoir moins de relief, donc tu vas avoir moins de phénomènes météorologiques que je vais moins connaître, Ok, en fait, que tu peux pas anticiper. que je ne peux pas anticiper. Ok. Parce que les Alpes, il y a une aérologie qui est très particulière selon chaque vallée, selon chaque relief, et c'est quelque chose sur lequel il faut travailler et qui est passionnant. Du coup, ça peut apporter un petit confort d'aller dans des endroits que tu connais mieux. Ouais, en tout cas de commencer par ces endroits-là. Exactement, Et comme avant tu de disais, bouger. tu disais tout à l'heure, de commencer peut-être avec sur les stages ou avec un guide, Ouais, c'est de ça. pas se lancer C'est ça. à l'aventure sur Exactement. un sport qui est quand même, on va dire, un sport extrême. Ouais. Il fait partie des sports extrêmes ou... Oui, il fait partie des sports extrêmes. Après, je vois un peu ça comme le ski hors-piste. Tu peux faire Ok. du ski tranquillement sur une petite hors-piste qui est pas très en pente, comme faire des choses folles comme Benjamin Medrine ou ce genre de choses. Tu vois, t'as vraiment un peu de tout. Et du coup, pour moi, le parapente, c'est aussi un peu ça. C'est-à-dire que tu peux en faire tranquillement le matin, où tu as beaucoup moins de risques. Alors, ça reste un sport où tu es en l'air et juste rattaché à une voile, hein, en soi. Mais tu as beaucoup moins de risques que si tu vas dans des moments de la journée où tu vas avoir des phénomènes météo un peu plus forts. Ouais, ça, c'est sûr. Après, l'avantage quand même de ce sport, c'est que c'est un sport où tu es tout seul sous la voile la plupart du temps, sauf si tu es en biplace. Mais tu es très souvent avec des copains. Ok. Et tu as une analyse aussi qui est conjointe avant le vol, au moment de décoller, sur la zone de décollage. Et parfois, tu es à la radio aussi avec les copains pendant que tu voles. Tu es rarement tout seul. Et c'est ça qui est très chouette. C'est ça qui est cool. Ouais. Tu partages un moment. C'est en magique. tout cas. Ah ouais. Et donc, tu as commencé par la randonnée, jeune, etc. Après l'alpinisme, tu disais avec ton papa. Finalement, pourquoi être allé sur le parapente ? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est quand même le sport, fondamentalement, que tu pratiques peut-être le plus ou celui que tu aimes le plus, je sais pas. Il y a eu un moment où, effectivement, j'en faisais plus que le reste. Là, j'essaie d'un peu tout rééquilibrer parce que je me rends compte que j'aime aussi beaucoup l'escalade et aussi beaucoup l'alpinisme. Alors, j'en ai fait un moment un peu plus que le reste parce que j'avais aussi besoin de pratiquer pour me perfectionner et avoir du volume, comme tout sport. Qu'est-ce qui t'a amené à ce sport, en fait ? Qu'est-ce qui m'a amené à ce sport ? Il y a quand même une certaine magie à voler. C'est assez dingue. Et c'est vrai que quand tu habites à Clermont et que tu vois des voiles en permanence au-dessus du Puy-de-Dôme, ça donne envie. Et mon stage d'initiation a été une des meilleures semaines de vacances de ma vie. Ça te procure des sensations assez dingues. Tu as le stress avant de décoller et la magie et l'euphorie en vol. Et une autre euphorie après, une fois que tu as posé, parce que tu retrouves le plancher des vaches. Et ça y est, c'est bon, tu as vécu quelque chose de fou. Souvent, en plus, tu fais ça avec des copains. Donc, tu as quand même ce partage qui est très agréable. Et du coup, tu t'es dit, je vais sur Internet, je regarde stage de parapente et je m'inscris. C'était presque ça. C'est avec une amie, on s'est sur on s'est un coup de tête, let's go. On s'est dit, allez, on fait ça. L'année d'après, du coup, j'ai repratiqué. Et en fait, comme tous les sports, il faut du matériel au bout d'un moment. Et le matériel de parapente coûte cher. Et là, il faut passer le cap. Et donc, j'ai fini par acheter du matériel d'occasion.
et commencer à voler. Et une fois que tu as le matériel, il faut aussi le temps. Et c'est là où j'ai pu avoir le temps à la fin de mon internat. J'avais fini mes 5 années d'internat et j'ai pu faire l'année recherche. Et là, ça m'a laissé du temps pour vraiment pratiquer et vraiment en profiter. Et quand tu es en Auvergne, c'est vraiment quelque chose de génial parce que tu n'as pas les hautes montagnes, donc tu ne peux pas faire forcément d'alpinisme à côté. L'escalade, j'en faisais tranquillement, mais c'est vrai que je n'allais pas forcément en extérieur pour en faire à ce moment-là. Et du coup, le parapente, c'était parfait. Tu étais avec les copains, tu vivais des choses très chouettes. Et ouais, ça m'a beaucoup apporté. Maintenant, je me rends compte aussi que c'est un sport qui complète très bien l'amour et l'envie d'être en montagne parce que tu peux facilement prendre des voiles toutes légères et monter sur des sommets un peu plus hauts et puis soit sur vraiment en alpi, soit en trail et puis te dire maintenant je décolle, si ça le fait, si les conditions sont là. Donc ça se complète parfaitement bien. En tout cas, tu me le vends à merveille. Je sens que ce week-end, je vais prendre un stage. Moi qui ai horreur de la descente, en rando, parfait. En trail, etc. C'est un truc. Moi, je suis un grimpeur et pas du tout un descendeur. Si j'ai une solution pour voler, mais alors là, c'est magique. Mais ça te procure des sensations assez incroyables en plus. La semaine dernière, on a décollé de la Dent-Crawl au-dessus de Grenoble. Et c'était une petite balade, mais tu montes assez vite parce que finalement, tu es plutôt léger niveau sac. Vous êtes parti d'où ? Et on est parti du col du Coq. Du col du Coq, ouais. Donc tu vois, finalement, on a dû faire une balade d'1 heure, c'est allé assez vite, mais tu fais ça tôt le matin. Et puis tu décolles de là-haut et tu as une vue qui est incroyable sur tous les massifs, sur Veldon. Au fond, tu vois le massif des Acrins, tu vois le Mont Blanc. C'est des moments qui sont assez magiques. Donc ouais, pour ça, c'est fou. Et pourtant, moi, j'aime bien la descente entre elles. J'aime bien courir vite. Surtout avant l'accident, mais c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup. Mais rien à voir avec le vol. Ça dure combien de temps un vol ? Parce que c'est vrai que des fois, on les voit planer comme ça pendant des heures. Ça peut être quoi ? Hyper rapide ? C'est toi qui décides en fait ? Ça dépend aussi des conditions météo. Okay. Là, typiquement, on a choisi un moment où on savait que ça ne tenait pas en l'air. Il n'y avait pas de phénomène thermique ou thermodynamique qui te faisait tenir en l'air parce que ça reste des voiles qui sont moins grandes que les voiles habituelles. Et donc, moi, je voulais quelque chose de très calme pour décoller et atterrir et être très bien en l'air. Donc ça a duré 5-10 minutes. C'était vraiment... c'est rapide. Ouais. C'était très, très rapide. On appelle ça des ploufs quand tu décolles et t'atterris. Et après, tu peux avoir des vols qui vont être un peu plus longs, soit dans le bocal, c'est-à-dire à l'endroit où tu as décollé et tu vas un peu explorer et justement profiter de ces ascendances pour aller de plus en plus haut. Soit tu peux décider de partir en cross, c'est-à-dire qu'une fois que tu as réussi à, on dit s'extraire, c'est-à-dire que tu as décollé, tu as réussi à avoir des ascendances pour monter, et là, tu décides d'aller explorer. Okay. Et ça peut devenir des crosses qui peuvent faire jusqu'à 300, 400 km. Il y a des trucs assez dingues. Ah oui, en l'air. Ouais, en l'air. Et il là, se passe quoi là-haut ? En fait, moi, j'ai pas fait des... Mon plus long, c'est une 50aine de kilomètres. Donc, tu vois, c'est pas très long. Ça dure combien de temps, 50 km ? J'étais vraiment pas rapide. Et moi, ça a duré 3 heures. 3 heures. Mais il y a des gens qui font ça J'ai une voile plutôt d'initiation, une voile en A. Il y a des gens qui font ça avec sur des durées beaucoup plus rapides. Mais ces 3 heures, tu restes concentré. C'est ça. Parce que y a des moments où finalement le vent va être assez bien pour te porter et tu vas être très bien positionné, donc tu vas pas avoir besoin de trop te concentrer, tu vas pouvoir profiter un peu. Il y a des moments où il faut enrouler les thermiques et bien réfléchir à son positionnement. Moi, j'en suis encore à un stade où mentalement, ça me prend beaucoup d'énergie parce que je dois toujours bien me placer, je dois profiter de chaque ascendance, je dois être... Et c'est ça qui est aussi passionnant. Par contre, tu poses, t'es rincé comme si t'avais fait un marathon. Enfin, t'as plus de tête. Et c'est comme tout, au fur et à mesure, tu le travailles. Et il y a des choses qui te paraissaient dures au début qui vont te paraître de plus en plus simples. Alors, je pense que j'ai une question qui est assez bizarre, mais qui en même temps, beaucoup d'auditeurs peuvent se la poser. Quand t'es en l'air, pendant 3 heures, peut-être même 7 heures des fois... Ah oui, il y a des gens qui font des choses... Et que t'as envie de pisser, tu fais comment ? Eh bien, quand t'es... C'est la vraie question du siècle. C'est un peu moins pratique. J'imagine bien, oui. Je crois qu'il y a... Mais j'ai jamais eu l'occasion, mais je crois qu'il y a un système de couche, mais il faudrait demander
à celles qui font ça, mais c'est pas très pratique. Quand tu es un mec, alors je crois qu'il y en a qui se décalent un peu pour pisser à côté, mais sinon, tu as des systèmes de pénilex. D'accord, ok. Étant donné que c'est un sport pour le moment qui est surtout pratiqué par les hommes, Ok. qui est surtout masculin, il y a encore moins de choses bien développées pour les femmes, et on sait bien qu'en plus, pisser n'importe où, c'est toujours plus compliqué pour une nana. On est bien d'accord. Non, parce que c'est quand même une question à un moment donné, il faut se poser là-haut. Là-haut, je fais quoi? Autant tu peux arriver un moment boire, prendre ta barre manger, de boire, céréales, tu dis, tu peux avoir les choses sur toi, quoi. Ouais. Mais le reste. Il y en a qui m'ont posé juste parce qu'ils ont envie de pisser. Hein. J'imagine bien, Ça, franchement. Ouais. T'es là-haut, tu fais bon. Ouais. C'est quand même un peu haut. Ouais, c'est ça. Et t'as toujours été. Enfin, la petite Luce, quand elle était jeune, elle a toujours été un peu casse-cou comme ça, ou en tout cas à vouloir chercher un peu à se challenger, ou en tout cas à découvrir ses limites en montagne. Ouais. L'éducation qu'on a eue avec mes frères et sœurs était quand même très chouette par rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que mes parents partaient du principe qu'on pouvait tout faire. Ok. Qu'on était capable. Et après coup, quand je repense à certaines situations, on était en montagne, je me dis, ah oui, vraiment, ils nous faisaient une confiance et ils savaient qu'on pouvait le faire. Et c'est un vrai outil, c'est un vrai cadeau qu'ils nous ont fait en nous disant, non, mais ça va, vous allez y arriver, quoi. La question ne se pose même pas. Et du coup, il n'y avait pas trop de place non plus pour se dire j'en suis pas capable, pour se plaindre, pour... On râlait, hein, bien sûr. Oui, hein. Je me doute bien, comme tous nos enfants, tu vois. Comme tout enfant, mais du coup, il y a toujours eu cette éducation et ce principe de allez, on y va. Et allez puis, tester, let's go. On va tester. Ils étaient pareils dans la vie classique, enfin dans la vie des études Ouais, ils essayaient de faire en sorte, en tout cas, qu'on ait tous les outils pour pouvoir faire ce qu'on voulait. Ouais. T'as combien? T'as 2 frères, 3 frères? 2 sœurs et un petit frère. 2 sœurs et un petit frère. Les sœurs plus grandes que toi? Non, c'est moi l'aîné. C'est toi l'aîné, Ouais. D'accord. Et tes sœurs et tes frères sont pareils que toi, beaucoup dans l'outdoor ou... Oui, un peu tous, alors avec des envies différentes. J'ai une petite sœur qui va être plus ski de fond en randonnée, une autre qui habite à Grenoble actuellement et qui passe ses week-ends à faire beaucoup de ski de rando et de l'alpinisme. Et mon petit frère qui touche à tout, pareil, qui aime un peu tous ces sports. Et vous faites des parapentes, ils font du parapente ou... Alors j'ai une sœur que j'ai réussi à convaincre, et elle a fait 2 stages pour le moment. Donc ça, c'est chouette. Vous faites des week-ends un peu ensemble en montagne ou de parapente là, avec ta sœur notamment? Ma sœur n'a pas encore de matériel, mais oui, ça nous arrive l'hiver, on fait du ski de rando. Finalement, à chaque fois qu'on se retrouve en vacances à Briançon, on fait beaucoup de ski de rando. Et l'été, on essaie de faire de l'escalade, on essaie de faire des choses comme ça ensemble. Alors, on n'y arrive pas forcément. Mais oui, on aime partager ça. Oui, et puis... Il y a un mois, je suis partie avec des amis et ma petite sœur à l'Aiguille du Midi. Donc, ça doit être énorme, ça. Ouais, c'était très, très joli. Ça doit être un beau moment. Partager, je trouve, tu vois, la montagne avec ses proches, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Quoi. Mais surtout quand t'es plus enfant et qu'il y a une vraie confiance dans l'autre. Et c'est vrai que là, faire une cordée avec ma sœur, c'est génial. J'adore ça. C'est top. Et puis, t'as plus le côté où tu vas râler, ne plus être content. C'est vraiment... c'est juste de la confiance et de l'attention. Donc... très, très agréable, ouais. Tu m'étonnes. Et est-ce que tu as fait des compétitions un peu dans ces sports-là, dans ces différents sports? J'ai fait quelques trails pour ce qui est juste de la course à pied, mais c'était surtout pour être avec des amis, me challenger un peu, voir ce que ça donnait, essayer de me dire que ça me ferait une motivation pour m'entraîner. Ça n'a pas marché. Ce qui n'était pas vrai. Non, c'est une catastrophe. J'avais eu de la chance parce que le corps était assez sympa pour que ça marche quand même. Et puis j'aimais bien me dépasser, donc pendant le trail, je donnais un peu. Et surtout découvrir des nouveaux endroits. Mais le principe du trail a quand même ce côté un peu frustrant, je trouve, c'est qu'il y a des endroits où t'as, notamment le trail de Serre-Chevalier que j'ai fait il y a 1 an, tu as juste envie de t'arrêter tous les 20 mètres et profiter du ruisseau, de la chaleur, de la beauté des choses, d'aller voler. Enfin, tu te dis, mais pourquoi je cours alors que cet endroit est magnifique? Après, c'est grâce au trail aussi que tu le découvres. Mais ce côté de il faut courir et courir vite, des fois tu dis l'endroit est trop beau. Mais c'est pour ça que j'ai vraiment utilisé le mot tout à l'heure d'aventurière ou de passionnée de la montagne et non pas de sportive. Tu me disais en off Mathieu, mais
moi, je suis pas vraiment une sportive, etc. Non. Mais en fait, c'est vraiment ça. Tu es une passionnée, une amoureuse presque de la nature. Ouais. Et une aventurière, une aventurière, c'est je me balade et d'un coup, je trouve un endroit où je suis bien, je me pose. Ouais. Ouais, c'est tout à fait ça. Je fais pas de sport spécifique en soi. Hein. Et tous ces sports, c'est parce que c'est en outdoor et parce que c'est avec des gens et avec des activités assez challengeantes quand même. Oui, parce que t'aimes quand même te dépasser, Ouais. t'aimes aller chercher ce challenge. Oui. La petite Ça, c'est un randonnée truc, du coin, c'est pas ça qui va te passionner. Non, Non. t'as besoin de te challenger, Ouais, un petit peu, ouais. d'aller chercher un peu tes limites. Ouais, c'est ça. Donc, t'as quand même ce côté sportif, mais dans l'exploration. Oui, j'ai besoin de transpirer, mais souvent avec des amis. Puis finalement, là, récemment, je l'ai fait solo et j'ai aussi adoré. Mais effectivement, ouais, c'est ça. Ouais. En découvrant des nouvelles choses, tout à fait. Et du coup, des compétitions en parapente ? Et du coup, en parapente, alors, j'ai fait 2 compétitions dans le Cantal, qui sont des compétitions de marche et vol. Ouais, ça se passe comment, ça ? Le principe, c'est d'aller à des balises. Et ces balises, tu peux les atteindre soit en marchant, soit en volant. Tu as le choix. Ok. Donc, ça dépend des conditions météo. Bien sûr, tu vas aller plus vite en volant, mais parce que c'est des montagnes. Il y a des montagnes aussi dans le Cantal. Ah bon ? Ce n'est pas que des collines. C'est quoi, c'est des balises qui sont posées sur des sommets, tu dois les rejoindre, c'est ça ? Des sommets... Enfin, c'est des balises virtuelles, mais qui sont sur des sommets, des lacs, des endroits comme ça. Okay. Et puis, effectivement, tu dois passer soit au-dessus en parapente, soit elles ont des rayons souvent, donc tu vois, ça reste des choses un peu larges. Okay. Elles te captent, et puis soit à côté. Okay. Et donc, le but, c'est de faire le plus de balises possible. Tu as des balises avec des scores différents, selon leur proximité du lieu de bivouac. Et donc après, c'est à toi de décider ce que tu vas faire dans le sens que tu veux, selon la météo. Et c'est pas toujours évident, surtout qu'il y a des années où ça vole bien et des années où ça vole pas. L'an dernier, par exemple, on marchait bien 40 km par jour avec un gros sac de parapente. Ça volait un peu moins. Ça pèse combien, un sac de parapente ? C'est très variable. Tu peux choisir d'avoir un matériel plus ou moins light, plus ou moins léger. Moi, à ce moment-là, donc j'avais pas de matériel de bivouac. J'avais juste un peu de quoi manger, de quoi boire et mon sac. Je pense que ça faisait 9-10 kilos. Okay. Ça va. C'était plutôt correct. C'est juste que ça peut être un peu volumineux. Il y avait des gens qui avaient des sacs encore plus légers parce qu'ils avaient tout light. Par exemple, même le parachute de secours était light. Ça dépend un peu de l'investissement que tu mets dans le matériel. 9 à 10 kilos sur 40 km, ça commence à être lourd quand même. T'as un peu mal aux épaules. Ça commence à être un peu lourd. Un peu mal aux épaules. Et voilà. Mais du coup, ce système de marche et vol, je trouve ça très sympa parce que, à un moment donné, tu t'atterris souvent et ça te permet de rejoindre des copains ou pas, de réfléchir un peu à ce que tu vas faire et dans quel sens tu vas le faire. Avoir une stratégie de course. Avoir une stratégie, ouais. Non, c'est très chouette et tu rencontres plein de gens quand tu fais ce genre de compétition. T'as pas beaucoup de filles, donc au moins t'as plus de chances de gagner des lots à la fin. C'est ce que j'allais dire, tu peux faire podium à chaque fois. Exactement, c'est ce qui se passe, c'est l'avantage. Surtout dans le Cantal où tu gagnes du fromage, donc là t'es contente, quand même. Mais voilà, et puis il y avait une autre petite compétition comme ça que j'avais fait aussi en Auvergne, mais rien de plus, sauf la dernière compétition que j'ai fait en Vanoise et où j'ai eu un accident. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cet accident ? Qu'est-ce qui s'est passé Donc on décollait en milieu de journée et les conditions météo au décollage étaient correctes, même les conditions météo prévues de la journée étaient correctes pour décoller à ce moment-là. Ce que je t'expliquais un petit peu au début, soit tu peux, selon la météo, tu peux décider de décoller en début de journée ou en milieu de journée ou en fin de journée. Souvent l'été, en milieu de journée, alors là c'était début octobre, mais il faisait encore chaud. Souvent l'été en milieu de journée, tu vas avoir des conditions un peu plus péchues. Okay. Donc il faut savoir un peu mieux piloter. Mais c'est aussi ces conditions-là qui vont te permettre de monter plus haut et de faire plus de distance. Là, le but, c'est juste de décoller pour atterrir en bas sur une zone qui nous avait été recommandée. Et je décolle sans problème avec des amis et je vois le terrain d'atterrissage avec des voiles qui ont déjà posé. Et au moment d'atterrir, la voile part dans tous les sens et finit sur des rafales et finit par faire une frontale, c'est-à-dire partir en avant. J'ai une voile qui est une voile en A, donc qui est une voile qui est une voile de presque débutant finalement. Et qui va être très sympa. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand elle va se fermer en avant comme ça, faire une frontale, elle va se réouvrir directement. Sauf si tu as 10 mètres sol. Ouais.
Elle va pas avoir le temps. Le temps, d'accord. Et du coup, j'ai atterri sur les fesses. De quoi, de 10 mètres de haut, c'est ça? A priori, à de peu ce près que j'ai compris, ouais. Ok. Ouais, c'était à peu près ça. Je crois qu'il y a une personne qui a atterri à peu près en même temps que moi dans les arbres, donc on a vraiment atterri au mauvais moment, Ok. dans une zone de rafale. 5 minutes avant, 5 minutes après, ça allait. Ouais. Une histoire de pas de chance. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis bien sûr, je pense que tu as toujours une part humaine, un facteur humain sur exactement comment tu as réagi, mais là, ça allait tellement vite que... Du coup, tu atterris sur les fesses. Donc j'atterris sur les fesses et je sens plus trop ma jambe gauche. Donc avec mon petit bagage médical, je commence un peu à m'inquiéter, même sans bagage médical. Oui, je pense que quoi qu'il arrive, tu commences à flipper un peu. C'est ça. Et du coup, après, ça a été hélico. T'es consciente quand tu tombes? Ouais, je suis consciente. Ouais. Donc consciente de la douleur aussi, j'imagine. Ouais, on a dû un peu me shooter après. Ouais, donc hélico tout de suite. Et du coup, le temps que l'hélico arrive, scanner à Chambéry et puis transféré à Grenoble pour être opéré le lendemain matin. Ouais. Et le bilan, c'est... Et du coup, le bilan, c'est une grosse fracture au niveau d'une vertèbre de L2, donc c'est une vertèbre lombaire, qui est une vertèbre qui est souvent touchée dans ce genre d'accident. Ouais. Une petite fracture au niveau d'une autre vertèbre qui est S3, qui est un peu plus basse, mais elle qui n'était pas déplacée. Et une brèche au niveau de la dure-mère. La dure-mère, c'est ce qui va protéger en quelque sorte tes nerfs, ta moelle épinière. D'accord. Et il y a certains nerfs du coup qui se sont coincés également en sortant de cette dure-mère-là, parce qu'il y avait une brèche, il y avait un trou, une perforation, qui sont coincés dans la fracture. D'où, entre autres, le déficit nerveux. Ouais. Et le bilan des médecins à ce moment-là, c'est... Donc à ce moment-là, ils réparent cette brèche, ils réalisent une arthrodèse, c'est-à-dire qu'ils fixent 5 vertèbres. Fixe, c'est-à-dire qu'ils les accrochent vraiment entre elles? Ils mettent 2 tiges de titane. Ils mettent des tiges, tout simplement. Des tiges de titane. Ils mettent des vis sur les 2 vertèbres au-dessus d'L2 et 2 vertèbres en dessous d'L2, et puis ils relient tout ça avec 2 tiges de titane. Ils te posent, quand tu arrives à l'hôpital, ils te posent la question de on te fait l'opération ou pas, ou c'est... En fait, ils te posent pas la question, c'est direct. C'est obligatoire. C'est vrai qu'il y a des cas pour des fractures de vertèbres où tu peux choisir. Alors, je suis pas neurochir, hein, mais... Non, mais c'est vraiment... Tu peux choisir... soit de faire une cimentoplastie, c'est-à-dire juste mettre du ciment, soit corset sur plusieurs mois. Ouais, le neurochirurgien s'est pas du tout posé de questions. Il y allait direct. Ouais. C'était sûr, il fallait faire une arthrodèse. Après, la question était est-ce qu'on fait une arthrodèse sur 3 vertèbres ou 5 vertèbres. Bon. Mais il avait l'air plutôt pessimiste quand même par rapport à l'aspect de la vertèbre sur le scanner. Et donc tu te fais opérer, tu te réveilles sur ton lit d'hôpital à un moment donné. Et il vient te voir pour te donner le bilan, j'imagine? C'est ça, pour me dire, finalement, l'intervention n'a pas duré 1h30, 2 heures, mais un peu plus longtemps, presque 4-5 heures, parce que justement, il y a eu cette brèche. Et voilà, ce qui fait un peu bizarre, parce que j'ai pas eu beaucoup d'amis qui ont eu des accidents, mais au fur et à mesure que l'on traîne dans le monde du parapente, comme dans le monde du ski, tu vas connaître de plus en plus de gens qui ont des soucis, mais j'avais jamais rencontré quelqu'un qui avait eu ça autant. Surtout. Puis, ça aille jusque-là. Puis j'imagine tu conscientises. Enfin, tu en entends parler, tu vois, moi j'en entends parler aussi des amis, des fois sur des graves accidents, mais tu te dis jamais ça peut être moi. T'es triste pour eux, tu les accompagnes des fois, mais jamais tu te dis ça peut m'arriver. Et le jour où ça t'arrive, je pense que ça doit faire bizarre. Ah bah oui, surtout que en parapente, je peux être très vite flippée. Et donc j'avais tendance, parfois je trouvais par rapport à d'autres amis, d'être trop prudente, et du coup ça m'empêchait de faire certains trajets, certains parcours, parce que je me disais non, là c'est un peu limite, etc. J'avais une question tout à l'heure. De prendre plus de marge. J'avais une question qui me venait tout à l'heure, mais t'as le vertige ou pas? Non, pas trop. Donc c'était pas... Et même en parapente, c'est pas quelque chose qui va gêner, parce que finalement, à partir du moment où t'as plus les pieds en sol. Et après, il y a le fait de se lancer qui... Oui. Mais ça fait toujours un peu... T'es toujours très concentré au moment du décollage. Non, c'est pas un truc... Et le médecin, à ce moment-là, il vient et j'imagine qu'il t'explique tout ce qu'il a fait, le chirurgien. Il dit quoi? Il dit... je pense un truc... il dit le genre, tu pourras plus marcher, Non, alors là, la bonne nouvelle, et c'est quelque chose aussi que j'avais vu dès le début, c'est que j'avais pas de trouble de mobilisation. Pas de trouble moteur. C'est-à-dire que les jambes bougeaient bien. En fait, dès que j'ai atterri, je me suis écrasée. Tombée, j'ai bougé les pieds en me disant, bon, ça a l'air d'aller. Par contre, tu n'avais plus de sensation sur la jambe gauche, que tu disais tout à l'heure. Sur une partie de la jambe gauche, Il y a une partie où il y avait une hypoesthésie, c'est-à-dire une sensation qui était nettement diminuée. D'accord.
Et du coup, il arrive et il m'explique, bon, bah voilà, il y avait cette brèche, l'intervention a duré plus longtemps que prévu, mais c'est tout. Et il n'a pas plus parlé des séquelles que ça. Ok. Et les séquelles, après, bah, tu les découvres au fur et à mesure. Alors là, ça fait 9 mois que l'accident a eu lieu et c'est trop tôt pour les médecins, apparemment, pour parler de consolidation de séquelles. C'est-à-dire que normalement, ça devrait encore récupérer. Ok, on t'a dit combien de temps il fallait que tu reprennes avant de reprendre la vie active, etc. Alors, ce qui m'intéressait beaucoup, moi, c'était bien sûr les activités Voilà, extérieures. c'est ça. Et les activités extérieures, le neurochir avait été très clair, c'était pas avant 9 mois, voire 12 mois post-opératoire. D'accord, on est à 9 mois aujourd'hui. Là, on est à 9 mois. Pour mon anniversaire, là, début juillet, on était à 9 mois. Et bon, on est d'accord. J'ai repris tranquillement. Voilà. Mais tranquillement. Tu l'as pas trop écouté, mais tu as repris quand même. Si. J'ai attendu ces 9 mois. Après, t'as tout fait. Dans tous les cas, t'as tout fait pour reprendre dans les meilleures conditions. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est t'as pas reprise en mode claque les doigts, c'est bon, j'en ai marre, je reprends. C'est que t'as tout construit. C'est ça qui m'intéresse, moi. C'est qu'est-ce que t'as mis en place à partir du moment où on vient te dire, bon bah voilà, on t'a opéré, on a résolu la brèche, on a mis des fixations, etc. C'était quoi le parcours entre ce moment-là et bah finalement le moment des 9 mois là qui est passé il y a quelques jours? Au début, tu gères surtout la douleur. Okay. Et à cause des morphiniques, alors j'ai eu pas mal de traitements morphiniques et puis du tramadol qui est un traitement un peu plus léger. Mais du coup, à cause de tout ça, tu es vite ensuqué. Mais tu gères surtout ça. Ton autonomie, le fait d'arriver à remarcher un peu, même si j'avais pas de raison de ne pas marcher sur le plan moteur à cause de la douleur et à cause de la chirurgie et de la fracture. Mes muscles avaient été... Tu pouvais te lever tout de suite? Avec de l'aide, oui. J'ai eu le droit de me lever. Ah oui, tu as eu le droit de te lever, malgré le fait que la colonne avait été endommagée. Ça, justement, ils essayaient de mobiliser les gens le plus rapidement possible. D'accord. Tout doucement au début, tu fais pas grand-chose. Mais tu fais 2-3 pas, tu te rassois. Tu te rallonges. En tout cas, tu es fatigué pour le moindre effort que tu fais. Donc, c'est ça qui est assez fou, c'est que tu vas avoir une fatigabilité, et encore qui est toujours présente, beaucoup moins que juste après l'accident, mais tu sens que ton corps a vécu quelque chose de lourd, a vécu un gros traumatisme et a besoin de se reconstruire, et du coup va utiliser beaucoup d'énergie pour se reconstruire. Pour récupérer. Et là, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. À 9 mois après, c'est toujours le cas. Ah oui, je vais me coucher, je vais avoir envie d'aller me coucher à 21h, voire 21h30. Et même si je fais pas grand-chose de sportif dans la journée, je suis très vite fatiguée. Ouais. Et du coup, tu as commencé très vite la kiné, j'imagine? Et du coup, effectivement, j'ai été transférée dans un centre SSR, donc un centre de soins de suite et de réadaptation, de rééducation à Grenoble. Là, j'ai été très demandeuse, effectivement, de séances de kiné assez rapidement. C'est toi qui as fait la démarche? Oui, mais après, c'est aussi le but du centre. Mais c'était les deux, finalement. C'est-à-dire qu'en plus, j'ai des amis qui sont dans le milieu, alors qu'ils ne travaillaient pas à Grenoble, mais le but, c'était... Moi, j'avais envie d'avancer, surtout d'avancer. Et alors, tu sais que tu vas avancer vraiment petit pas par petit pas, que ça va mettre beaucoup de temps, mais tu as juste envie de ne plus être là-dedans. Et donc, j'ai fait 2 mois d'hospitalisation finalement dans des centres de rééducation, d'abord à Grenoble, puis après à Lyon. Après, il y a eu une hospitalisation de 2 jours à Lyon, où pareil, j'allais faire de la kiné, un peu de piscine, ce genre de choses. Et après, j'ai commencé à en avoir très marre de l'hôpital. Ça devenait compliqué. Là, en termes de temporalité, on en est à combien de temps? Là, on en est à fin janvier, donc 3 mois post-opératoire. 3 mois post-op. Fin de l'hôpital 2 jours, c'est fin janvier. Où tu dors tous les jours à l'hôpital? Non, j'ai dormi 2 mois tous les jours à l'hôpital. Et puis après, j'allais 2 jours par semaine. Ok. Ouais, ce qui est quand même Mais à ce moment-là, ouais, c'est ça. Et tu n'as pas trop d'autonomie parce que tu es encore trop fatigué pour conduire. Tu es enfermé chez toi à Lyon. C'est un peu particulier quand même comme mode de vie. Ouais. J'ai beaucoup mieux vécu le Covid. En plus, moi je travaillais, mais, donc ça aide un peu. Mais au moins le Covid, tu peux sortir un peu quand tu veux en journée, quoi. Là, j'étais trop fatiguée, j'arrivais pas à faire grand-chose et je me sentais vite enfermée à Lyon. Quand je faisais une balade d'un quart d'heure, j'étais KO. Ouais, et puis tu te sentais même des fois presque peut-être enfermée dans ton propre corps, à pouvoir rien faire. C'est exactement ça. Ouais. Exactement ça. Et tu disais quoi à ce moment-là quand c'était difficile? C'est une bonne question. Je vais même te la tourner différemment. Au moment où tu chutes, et
es du corps médical, donc tu sais que il peut y avoir des conséquences graves. Tu te dis quoi dans ta tête à ce moment-là? Alors, je l'ai extériorisé, j'ai dit à mon conjoint, j'ai pas envie que tu aies une copine handicapée. D'accord. Et je répétais ça à plusieurs reprises. Et du coup, c'était une crainte pour lui, parce que je vois comment ça se passe quand tu es aidant avec des handicapés. C'est une autre vie, ça change tout. Ça faisait même pas un an en plus qu'on était en relation. On avait commencé notre relation. Donc, il était là lors du saut? Oui, il a vu la chute. Okay. Je trouvais ça très injuste pour lui. Ouais. Et finalement, j'ai répété ça plusieurs reprises, mais c'était aussi moi, c'était aussi ma crainte pour moi, bien sûr. Mais ouais, c'était la première chose. Et après, je crois que tu essayes d'avancer au fur et à mesure. Il y a des moments où tu as des gros coups au moral. Il y avait quand même du personnel soignant en SSR qui sont très chouettes par rapport à ça, qui arrivent vraiment à te dire mais c'est normal d'avoir des coups de mou, t'as le droit d'être fatigué, ça t'empêche pas d'avancer, mais t'as le droit d'être mal en fait, et t'as le droit de le dire, et il faut pas que ce soit effectivement une plainte quotidienne, mais t'es tout à fait légitime de pas être bien. Et toi en plus t'as tendance à te comparer par rapport aux autres, en plus en centre de rééducation, tu rencontres des gens qui ont aussi vécu des choses très dures et tu dis ça va finalement, de quoi je me plains. Ouais, bien sûr ça va, mais c'est ce que me disaient justement ces soignants, c'est ça va, il y a plein de choses sur lesquelles tu vas bien, mais il y a d'autres choses sur lesquelles c'est très compliqué, en plus il y a des choses qui se voient pas forcément, j'ai des séquelles qui sont très invisibles, et tant mieux finalement, je suis très contente que les gens me regardent pas dans la rue en se disant elle a des problèmes, tout ça. Parallèlement, par contre, ils vont pas forcément comprendre quand je vais être un peu plus fatiguée. Ouais. Mais j'essaie d'avancer pas à pas, et j'étais quand même plutôt bien entourée. Et quand tu t'es entourée, c'est ta famille, tes amis? Ma famille, mes amis, à partir du moment où j'étais en hôpital de jour, j'ai un peu mieux vécu les choses, c'était plus simple. Et après, quand j'ai complètement arrêté l'hôpital de jour et que j'ai voulu faire cette fois une rééducation en libéral, là c'était un vrai soulagement. Ouais. Donc tu as eu cette première phase 2 mois complet à l'hôpital. Ouais. Ensuite cette phase un peu hôpital de jour qui a duré combien de temps? 6 semaines, enfin 7 semaines parce qu'il y a eu les vacances. Mais donc pareil, deux bons mois à côté. Ouais. On est à 4 et les 5 autres mois pour arriver au 9. C'est toi qui a construit ton parcours en libéral, etc. T'as mis quoi dedans en fait? Alors initialement, je voulais avancer peut-être un peu plus vite que la musique, mais je voulais vraiment faire des choses et j'avais l'impression de ne pas faire assez. Mais du coup, j'ai une amie qui est kiné, Adélaïde Georget, qui m'a recommandé d'aller à Dynamic Step et de te rencontrer. Et ça m'a permis au moins d'avoir des séances de renforcement musculaire 4 à 5 fois par semaine. Et, quand je n'avais pas repris le travail, j'essayais d'y aller très régulièrement. Et ça, c'était génial, au moins de se dire... Déjà, j'ai une action régulière sur mon corps, je reprends du muscle, ça change tout. Et puis, le fait de te rencontrer, de voir que tu étais très investi pour faire quelque chose de très spécifique, c'était ce côté qui est quand même très rassurant. C'est-à-dire, effectivement, il n'essaye pas juste de faire un programme assez large, il a envie que je progresse là-dessus et ça donne envie. Et j'ai souvenir justement de la première séance avec toi où tu m'as fait faire des trucs de fou, où je devais être sur un pied alors que j'avais pas d'équilibre et que je devais ramasser une balle. Et dans la tête, j'étais là, mais c'est hyper dur. Et toi, au lieu de te dire, ah non, mais c'est pas grave, laisse tomber, tu m'as poussé et j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Où tu t'es pas dit, faut peut-être que je prenne soin d'elle. Non, t'es là, ok, bon, on y va là. Ouais, let's go. Et puis on se pousse pour aller dépasser un peu les limites. Exactement. Mais pour que tu puisses progresser aussi. Exactement. Et le fait aussi que tu sois mis en contact avec ma kiné, enfin que tu essaies de ma kiné de SSR, que tu essaies vraiment d'avoir le tableau global, c'était très rassurant. Moi, en tant que patiente, à ce moment-là, je me suis dit, ah oui, il veut vraiment comprendre ce que j'ai et me prendre en charge. Et donc, tu travaillais avec une kiné aussi? Donc, à ce moment-là, du coup, je fais le renforcement musculaire et j'ai trouvé des kinés, effectivement, à côté de chez moi. Tu faisais combien de fois kiné par semaine? J'avais entre 3 et 4 heures de kiné par semaine. Et donc, tu disais 4 à 5 heures aussi de musculation? 4 à 5 heures de renforcement musculaire.
Plus j'ai fait du pilates. Plus tu rajoutais du pilates, ok. Et de la piscine. Mais la piscine, j'ai pas tenu très longtemps parce que je suis moins sport d'eau. Mais ouais. Et tous tes déplacements, tu les faisais aussi en vélo, à pied. Ouais, Tu rajoutais un peu. Moi, je te voyais souvent arriver à la salle en vélo. Ouais. Tu rajoutais en plus de ça une activation autre, mais qui te permettait de. T'aurais pu venir en vélo, en trottinette électrique, j'en sais rien. Oui. Tu vois. Non, ouais. Après, j'ai de la chance parce que tout était assez rapide. Hein. C'était à moins de 10 minutes en vélo à chaque fois de chez moi. Donc, oui, mais ça rajoute quand même une activité. Oui, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où tu es sorti de l'hôpital le jour, dans ta tête, c'était maintenant, il faut que je reprenne le plus vite possible. Ouais. Et du coup, je vais tout faire pour y aller. C'est ça. Moi, je te voyais des fois arriver à la salle, tu avais 2 fois dans la même journée, j'étais là, mais oh, qu'est-ce qu'elle arrive Bon, elle va bien dormir ce soir, mais c'est bien. C'était ça aussi le but. Et puis, j'avais ce côté un peu frustrant en hôpital de jour où ils font au mieux, parce que c'est l'hôpital public, ils font au mieux pour te caser le plus possible de séances et ils sont super. Mais j'avais l'impression de ne pas faire assez de sport, justement. J'avais envie d'un truc qui soit un peu plus ciblé sportif. Et du coup, ça m'allait bien de faire mon organisation comme je voulais. Et comme je te disais, j'avais l'impression de ne pas faire assez. Alors que finalement, je rentrais, j'étais bien fatiguée. T'as bien envoyé quand même. Mais ce qui est bien dans ta démarche, c'est que tu t'es dit, bon, je vais garder du corps médical, kiné, mais en même temps, je vais y intégrer en fait, tout simplement tout un travail de musculation. Parce que je sais que je manque de force, je manque de volume musculaire aussi. Et je vais combiner les deux. Parce que souvent, ce qui se passe à post-opération, post-accident, post-blessure, tout ce qu'on peut mettre, c'est que les gens restent sur le côté très médical. Je reste sur le kiné. Puis après, quand j'ai fini le kiné, parce que le kiné me dit c'est bon, bah finalement, je m'arrête, je reprends ma pratique sportive. Mais il y a une phase au milieu qui est pas optimale. Parce que, entre guillemets, c'est pas le métier de kiné de te renforcer. Non, tu vois. Sûr. Lui, il doit t'aider, il doit t'aiguiller, il doit... Exactement, il doit soigner aussi la blessure, voilà. Mais après, il y a un gros travail de renforcement musculaire, même de réathlétisation par rapport à des sports. Toi, directement, tu as été éduqué dans ça, dans tes études où tu t'es dit... muscu ou te dire, en fait, ça existe, il faut que je le prenne, parce que qu'est-ce qui t'a dit qu'est-ce qui a fait que... Et puis moi, la salle de sport, c'est un peu ce que disait Anatole, hein, j'aime pas. C'est pas pour toi, quoi. C'est vraiment pas pour moi. C'est un truc qui me dépasse complètement. Et non, c'est... Alors, Adélaïde, donc, mon amie kiné, m'avait déjà parlé de ta salle avant l'accident. En disant, tu sais, quand t'aimes les sports, type la course à pied, l'escalade, etc., c'est quand même important de travailler en amont certains muscles pour pouvoir éviter de te blesser. Je dis, ouais, ça peut être pas mal, mais bon, j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire. Et c'est vrai qu'elle m'a reparlé de ça après. Je me suis dit, ce serait peut-être parfait. Et j'avais perdu 6 kilos en plus après l'accident. Donc j'avais bien conscience que j'avais perdu du gras, c'est sûr, mais du muscle aussi. Et du coup, il fallait faire quelque chose par rapport à ça. Et c'était la solution aussi la plus facile et que j'avais le droit de faire. Parce que pour le neurochirurgien, à part me mettre à courir en janvier-février, j'avais rien le droit de faire. Sauf qu'à chaque fois que j'allais courir, j'avais mal au dos, j'avais mal un peu partout. Donc, c'était pas ce que je préférais. Donc, ça, c'était très adapté. Et puis, j'avais l'impression d'avoir une action sur mon corps, d'être active. Et tu as vu des bénéfices ? Je crois, oui. Je crois. C'est là que j'ai chaud. C'était la question piège. C'est bon. Je tiens la chaise beaucoup plus longtemps. Non, si, je pense que ça a beaucoup aidé. Et grâce à ça, je pense que ça m'a permis de faire des petites sorties d'Alpi là récemment ou même marcher 3 jours. C'est pas grand chose, hein, c'est juste de la marche avec un sac à dos, mais j'ai dû faire 3008 de dénivelé sur 3 jours et j'étais très contente de pouvoir le faire, alors qu'au début de cette rando, je me disais, je pars toute seule, je sais pas du tout quelle vitesse je vais avoir, je sais pas du tout de quoi je suis capable. Alors qu'avant l'accident, j'aurais été plutôt sereine. Je disais, on verra bien. Et c'est clairement grâce à ça, parce que c'était le sport que je faisais. J'essayais un peu d'aller à l'escalade, la piscine. J'essayais d'y aller, mais j'ai vite arrêté parce que c'était vraiment pas ce qui me plaisait. Donc oui, c'était le sport que je faisais. Donc c'est le renforcement, la réathlétisation qui a changé les choses, c'est clair. Et pour rebondir sur cette randonnée que tu as réalisée là, il y a quelques semaines, pour ton anniversaire, plutôt original de partir justement toute seule, bivouaquer et dormir dans une tente pour son anniversaire.
Tu l'as fait dans quelle optique en fait? Alors initialement, j'avais été inspirée par mes frères et sœurs qui l'ont fait tous les deux. Tu Mon petit frère et as ma fait quoi petite du coup? sœur. C'est quoi la randonnée que tu as fait? Moi, j'ai fait. Et c'est pas un trajet spécifique, c'est-à-dire que j'ai récupéré des trajets et puis je m'en suis inspirée pour faire un trajet un peu toute seule, en gros, qui part du Diois et qui monte vers le Mont Aiguille, vers le Grand Vémont et qui retrouve le GR91 et qui redescend dans le sud. Pour simplifier un peu. Et c'est un lieu magnifique, hein, d'ailleurs. si tu veux y aller, c'est très très beau. Mes petits frères et sœurs, du coup, étaient partis chacun faire le GR54, donc qui est le Tour des Écrins. Et ça faisait plusieurs temps que j'y pensais. Je me disais, ça serait chouette de le faire. Là, maintenant, je vais avoir un peu de temps en juillet. Je vais avoir 2 semaines de congé. Allez, ça serait très sympa et ça serait un petit challenge. On va voir combien de temps je dure. On va voir combien de temps je peux le faire. Et si c'est une histoire de 2 jours, 3 jours, ou si j'arrive à... Eux, ils avaient mis 8 jours, 7-8 jours. Normalement, c'est 13-14 jours. Si j'arrive à faire tout ça. Et je trouve que les Écrins, c'est un lieu magnifique. Donc, je trouve ça un peu challengeant de partir tout seul vu le contexte. Même déjà, je trouve que de partir toute seule, c'est un... Quoi qu'il arrive. C'est un petit challenge. Et puis, pour l'avoir fait, le GR54, c'est pas un petit GR. Hein. Voilà, c'est ça. Mais l'idée me plaisait beaucoup. Et c'est mal tombé. Parce qu'il y a eu le Vénéon qui a débordé à la Bérarde. Il y avait encore beaucoup de neige à plusieurs endroits début juillet, fin juin, début juillet. C'était vraiment pas le bon moment. Et donc je suis partie sur un autre projet. On est descendu avec mon conjoint dans le sud, vers le Diois justement. Et là, en discutant avec des gens, on s'est rendu compte qu'il y avait des parcours aussi qui étaient très jolis à faire. D'où ce parcours de 3 jours que j'ai un peu improvisé au jour le jour. Mais c'était magnifique et j'en suis ravie. C'est vraiment un lieu incroyable. Est-ce qu'il n'y avait pas une quête aussi de se prouver des choses à soi-même? Si, je pense clairement de me dire je suis capable de faire des choses en autonomie. Parce que justement, j'avais beaucoup souffert de ce manque d'autonomie quand j'étais pas bien. Je peux faire ça sur le plan du moral. Ça, je me disais que ça allait aller, même si c'est quand même un peu bizarre. Hein, quand tu pars tout seul au début, c'est tu spécial, te dis qu'est-ce que je fais là? Surtout quand tu as beaucoup été accompagné. Alors à l'appartement, il y avait beaucoup de moments où j'étais seule, mais c'est pas la même chose. Et sur le plan physique, en me disant comment je vais tenir la route. Et donc oui, c'est clair qu'il y avait un challenge. Ça, c'est sûr, je pense que c'est le cœur du truc. Et après, tous les bénéfices secondaires, c'est découvrir des lieux incroyables et puis rencontrer des gens. Finalement, quand tu es tout seul, tu rencontres énormément de gens. Justement, ce soir-là, le premier soir, le soir de mon anniversaire, j'ai regardé un coucher de soleil avec 3 autres personnes que je connaissais pas juste avant, qui étaient très intéressantes. Enfin, tu dis, c'est quand même assez sympa. Je pourrais être en ville en train de boire une bière, mais finalement, je suis là. Ça vaut le coup aussi. Ça, je trouve que c'est vraiment une vraie crainte de personnes qui partent à la montagne, etc. Ou même de gens, presque des citadins, tu vois, qui disent Mathieu, mais tu pars tout seul en montagne, tu pars tout seul courir, mais t'as pas peur de t'ennuyer, etc. Je dis, mais en fait, on n'est jamais seul en montagne. Ah non. Jamais. Ah non. Et même plus, je trouve que quand je pars tout seul, je ne suis pas seul. Quand je pars à 2 ou à 3, j'ai l'impression d'être encore plus seul. Parce que tu restes dans ton groupe de 2-3. T'as des super discussions, des super échanges, des moments de partage qui sont géniaux, mais tu n'es pas ouvert ou connecté aux autres. Et quand tu pars tout seul, moi quand je suis parti faire la traversée de Grenoble, de la Chartreuse là, de Grenoble à Chambéry il y a quelques mois, mais en fait j'étais jamais tout seul, j'ai toujours rencontré du monde, j'ai échangé avec plein de gens. Et les gens te parlent. Les gens te parlent parce que tu es tout seul et que c'est génial. Et puis en montagne on se dit tous bonjour, et puis c'est un bonjour qui se transforme en viens on va boire un coup, viens on va manger un saucisson, viens. Ça, c'est magnifique, ça, c'est génial. Tu partages ta nourriture, alors que tu n'as pas grand-chose. Alors, tu n'as rien. C'est ça que j'ai trouvé assez dingue, c'est que tu as une banane et tu partages la demi-banane. Enfin, j'ai trouvé ça... Je ne m'attendais pas autant à rencontrer autant de personnes et à rencontrer, ce que tu disais, vraiment les gens. Quoi. C'est-à-dire discuter vraiment de partage. De ce qu'ils avaient fait, d'où ils allaient, d'où ils venaient. Même si c'est 3 minutes, hein, parfois. Il y a presque des moments où tu dis, cette fois, ce soir, je vais être un peu tranquille, je vais pouvoir me poser. Eh ben non, t'as des bergers qui sont là, viens boire un coup, et t'es là, bah oui, allez, et puis t'expliques leur vie, et t'es là, c'est dingue. Ouais, et puis je trouve qu'il y a une ouverture, et puis surtout une simplicité. Une simplicité des choses, de partage.
d'acceptation de l'autre. Je pense que la montagne libère les esprits ou Ah libère ouais. les cœurs. C'est exactement ce que je me c'est magnifique. disais, ouais, la magie de la nature. Ouais. Ouais. Et tu vois, par rapport à ce que tu disais sur quand tu te posais la question, mais qu'est-ce que je fous là, etc. Moi, je trouve que c'est à partir de ce moment-là, quand tu te poses cette question-là, dans les minutes qui après, Ouais. que tu t'ouvres complètement. Ouais. Moi, chaque fois que je pars sur des treks ou des délires un peu fous, j'ai toujours ce temps avant ce moment-là où tu profites, mais t'es encore dans toutes tes pensées, etc. Puis à un moment donné, t'es dans le dur, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, mais putain. Ouais. Et il y a le après, où là, t'es complètement ouvert. En fait, ça a libéré des choses, ça Ouais. ouvre les vannes, et là, t'es... Waouh. C'est sympa quand même. C'est quand même C'est sympa, et je sympa. suis bien ici. Ouais. Et t'as ce côté aussi quand t'es tout seul. Et justement, c'est un challenge de partir tout seul. Mais du coup, t'as le droit de t'arrêter quand tu veux. Et ça, c'est quand même un vrai travail mental parce que moi, je me disais, non, allez, il faut que j'avance. Et, tu sais, t'es toujours un peu dans le petit challenge et dans une pseudo-performance qui est pas forcément nécessaire à ce moment-là, mais un peu là-dedans, en mode, allez, je vais avancer. Au bout d'un moment, en vrai, j'ai mal au dos, je supporte plus du tout le sac, c'est pas possible. Surtout qu'au début, je devais vraiment m'arrêter régulièrement parce que j'avais trop mal au dos. Il suffirait que je pose 5 minutes le sac et je profiterais tellement plus de ce qu'il y a après. Et c'est un vrai travail mental de se dire ça, mais ça change tout. Après, tu profites des choses complètement différemment et c'est super agréable. Mais du coup, enlever aussi ce petit côté je vais m'auto-challenger, compétition et tout et tout. Accepter de s'arrêter pour mieux repartir. Ouais, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Dans le podcast avec Anatole, tu parlais justement de l'importance du repos pour les entraînements. Bah, là, c'était tout à fait ça. C'était ce repos, en fait, ça va me faire gagner tout le reste et surtout me faire profiter de ma balade parce que si je fais les heures d'après en ayant mal, je vais pas avoir un bon souvenir du Oui, truc. tu vas pas profiter. Non. Et puis finalement, le challenge que tu te seras donné d'aller en autonomie, faire profiter de la montagne, bah, il sera pas complètement rempli. C'est ça. Et du coup, tu as dormi en bivouac. Ouais, en tente. Ouais. Tu m'as fait l'autonomie complète, quoi. Complète. Après, ça va, j'étais... Le premier lieu, c'était sous le Grand Vémont. Tu as une petite cabane qui s'appelle la cabane de l'Aiguillette. Donc, tu avais des gens déjà qui dormaient là-bas. Puis, tu avais des tentes un peu partout. Il y avait pas mal de monde ce soir. Donc, tu n'es jamais vraiment tout seul. Et la deuxième fois, c'était à côté d'une cabane de berger. Et j'étais, je pense, à 10 minutes à pied de leur cabane à eux. Tu vois, c'était des spots qui ne faisaient pas forcément très peur non plus. Oui, non, mais tu as quand même le fait de monter la tente. Ouais, j'adore ça. De gonfler ton matelas, de faire ton petit réchaud. Enfin, tu vois, tu as quand même une autonomie qui est importante. Hein. Ouais. Donc, c'est chouette. Tu as une liberté de fou. Ouais. Justement, te dire, après, tu te promènes avec... Je ne savais pas exactement où est-ce que j'allais atterrir à la fin de ces 3 jours. Et je me disais, il faudra à un moment donné que je retrouve une ville. Donc, je pensais à la ville de Die. Je retrouve une ville pour avoir un train. C'est mon seul objectif. Mais tu dis, mais en fait... C'est free. J'avais encore 2-3 jours de disponible. En plus, j'étais là, mais il y avait l'orage qui allait arriver. Il fallait que je fasse attention à ça, mais c'était tout. Mais j'ai mon sac à dos avec tout ce qu'il faut dedans. J'ai vraiment tout le nécessaire. Il me manque plus que de l'eau à des endroits, puis la nourriture, et puis voilà. Et ça te procure un sentiment de liberté qui est fou. Ouais, c'est là que tu dis, en fait, tout ce qu'on a dans la vie quotidienne. Ah oui, c'est du surplus. C'est du surplus. Ah, ouais, c'est clair. Ça, c'est... En montagne, c'est un t-shirt et ça va très bien. Et tu le laves et puis tu avances et puis tu continues à avancer. Puis tu as des vrais échanges avec des vrais humains et non pas derrière un téléphone. Et ça change. Enfin, c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, et puis que ce soit en montagne en rando ou en montagne en alpi, c'est quand même... Tu crées des relations ou en parapente. Tu crées à chaque fois... Étant donné que tu vis des choses fortes et dans des endroits assez dingues, ça change un peu la nature de tes relations. C'est des relations qui vont vite avoir de l'importance par rapport à des gens que tu vas voir au quotidien, mais sans forcément partager ce genre de choses. Quand tu partages... Mais je pense que c'est un peu comme toi entre elles, où tu vas avoir certaines relations qui vont être vite fortes. Fortes, très fortes. Tu parlais tout à l'heure du soutien de tes proches autour de l'accident. Ta famille, tes amis, c'est quelque chose qui est important pour toi ? Ouais. Et ma famille était très chouette par rapport à ça. C'est aussi l'avantage d'avoir une famille qui vient de la montagne. C'est que toi, bien sûr, tu fais culpabiliser en te disant, alors je sais qu'il y a une part de pas de chance qui est importante, ça c'est sûr. Mais tu vas dire, j'ai quand même
j'ai quand même un peu gaffé avec mon corps. Là, j'en ai pas pris J'ai un peu soin. merdé. Oups. J'ai un peu merdé. Voilà, c'est pas bien. Et puis en plus, je les inquiétais et puis tout ça. En fait, dès le début, mes parents ont été très chouettes par rapport à ça. Ils m'ont jamais culpabilisé, ça, bien sûr que non. Et jamais été dans la surinquiétude non plus. Ok. C'est-à-dire en disant ça va et tout, t'es sûr? Non, c'était très factuel, en prenant des nouvelles comme si j'allais à peu près bien. Alors bien sûr, je sais qu'ils faisaient plein de choses à côté pour prendre soin de moi, mais ils me transmettaient pas du tout leur inquiétude, et c'était maintenant on avance quoi. Et vas-y. Et tes frères et sœurs? Non, Cool. ils ont ouais, très chouette. Ouais, ça c'était cool. Ça a été un vrai confort. Ouais. Et puis après, ouais, les amis aussi, c'était plutôt agréable, surtout ceux du parapente, qui connaissent un peu. Mais même, tu te rends compte que dès qu'il se passe un truc un petit peu grave chez quelqu'un de ton entourage, mes collègues du travail ont été super aussi, ont été dingues. Tu t'attends pas forcément à une telle émulation, et tu reçois énormément d'affection. Et c'est assez fou, quoi. Alors, je conseille pas du tout d'avoir un accident. C'est ce que j'allais dire, tu le donnerais presque envie. Mais non, ouais, les gens sont incroyables quand même. De base, il y a une bonté. Ça donnait de la force. Ouais. Ça faisait énormément de bien. Ça, c'est sûr. Quand tu vois qu'on prend soin de toi comme ça, tu dis... ça. Quand je marche en rando avec mon conjoint, il marche beaucoup plus vite que moi, bien sûr. Et du coup, quand il est devant moi, des fois, c'est un peu fatigant. Tu vois, je me dis, mentalement, j'ai un peu de mal. Tu sais, tu t'essayes de donner, puis au bout d'un moment, il est trop loin et tu prends ton rythme, qui n'est pas forcément ton rythme le plus rapide. Par contre, quand il se met juste derrière moi, je me dis, il fait l'effort. Tu vois, il est là et tout. Et donc là, je vais un peu plus me donner, comme toi, en tant que coach, où tu vas être derrière l'épaule. Je me mets derrière la personne. Et tu vas stimuler la personne. Et c'est exactement ça. Et là, le fait d'avoir des gens qui sont là aussi pour toi, qui veulent que tu sois bien, c'est un énorme coup de pouce aussi pour t'aider dans ton auto-rééduc. T'es là, il y a du monde aussi qui est là derrière moi. Je pense comme un sportif qui est encouragé. C'est exactement ça. T'as envie de donner. T'as envie de donner parce que les gens font l'effort d'être là pour toi. Donc, Johan, si tu nous écoutes, la prochaine randonnée, tu te mets bien derrière. Non, d'accord. On est parti 3 jours là. Il a été super. Non, c'est le petit message. Information à retenir. Non, il l'a fait. Il a été assez incroyable parce que c'est pas facile de t'adapter au rythme de quelqu'un. Complètement. On a vraiment un rythme différent pour le coup. Il est beaucoup plus rapide. Et t'adapter au rythme de quelqu'un pour avoir essayé de le faire, je trouve que c'est pas évident. Donc, chapeau. Et la reprise du parapente, au début, ça a été mentalement, c'était dur. Ouais. Pour le coup, Johan a été génial parce que je culpabilise beaucoup en me disant mais j'ai mal fait les choses aussi. Je sais qu'il y a une météo, mais j'ai mal fait les choses. Je sais pas faire, je sais pas atterrir. Alors que je sais pas combien de vols, mais je commence à avoir quand même quelques centaines de vols. Donc tu vois, j'ai fait des atterrissages. Et Johan, au début de notre relation, filmait tous mes atterrissages. Et j'étais là, ça va, il n'y a pas besoin. Et en fait, du coup, après l'accident, il me les a remontrés. Il m'a dit, mais regarde, tu sais faire. Regarde, à chaque fois, c'est propre, à chaque fois, c'est bien, c'est soigné, tu fais attention et tout. Et ça m'a vraiment aidé. Pas juste d'avoir son point de vue qui est subjectif, bien sûr, mais d'avoir les images objectives qui me montraient, ouais, tu sais faire. Du coup, ça mentalement, ça a fait du bien. Mais par contre, la première fois que je décollais, alors c'était une toute petite butte, c'était vraiment minuscule. J'étais là, allez, pose le cerveau, vas-y, les conditions sont là, t'as ta voile, tu sais faire, tu sais atterrir. Et oui. Et depuis, là, chaque atterrissage est propre. Et oui, je sais atterrir. Mais je savais que ça allait me demander un travail mental et je l'avais travaillé. J'ai fait de l'EMDR, j'ai bien sûr, tu vois, des psys après l'accident, tu vois. C'est quelque chose que j'ai bossé mentalement. Mais c'est quoi? C'est le système qui te les a mis ou c'est toi qui allais les chercher? Le psy, il a fallu initialement que je le demande à l'hôpital. Okay. Ça, c'est pas encore partout, surtout quand il y a beaucoup de demandes, en fait, par rapport au nombre de patients. Et moi, je parlais facilement. Du coup, il se disait, c'est bon, elle extériorise bien, elle va bien. Il n'y avait pas de signe d'anxiété, de dépression, ce genre de choses. Donc, pas de psy. Donc, je savais par contre que c'était nécessaire, ce genre de suivi, vu ce qui s'était passé déjà après un petit traumatisme, on le conseille, là après un gros. Et
Du coup, j'ai pu en avoir quand j'étais hospitalisée. Et après, c'est en libéral que j'ai pu avoir de l'EMDR. D'accord. Et oui, Et là, pareil, ils ne me conseillaient pas forcément d'en faire parce qu'ils sentaient que ça allait, mais en fait, c'est trop bête d'avoir des outils comme ça et de ne pas les utiliser. C'est ça. Et même si tu ne sais pas l'efficacité que ça va avoir, mais tu sais que ça ne fera pas de mal, donc feu, quoi. Et aujourd'hui, tu repars sur des sauts en parapente. Et aujourd'hui, je repars alors sur des vols, monsieur. Sur des vols. Oui, pas sur des vols. Effectivement, moi, c'était un saut vu l'atterrissage, mais sinon, sur des vols. Soit en parachute, vol en parapente. Ouais, je repars sur des vols et ça va. Maintenant, je suis bien au décollage et à l'atterrissage. Alors, l'atterrissage, j'ai l'impression aussi que ça me demande encore une... T'as toujours besoin de te concentrer parce que c'est un peu technique. Mais là, ça me... Ça te stimule encore plus. Ouais, ça me prend de l'énergie, en tout cas. Okay. Il faut que je garde cette énergie-là pour atterrir encore. J'ai pas refait tant de vols que ça. En l'air aussi, je sens que c'est pas la même chose. Tu vois, selon les comportements de ma voile. J'ai dû également changer de matériel de sellette. Ok. Parce qu'avec le dos, j'étais plus du tout bien dans l'ancienne sellette. J'arrivais plus à me mettre comme il fallait suite à l'opération. Donc, il faut aussi que je me réhabitue à tout ça. Puis, il y avait aussi peut-être une part psychologique quand tu as eu un accident avec du matériel. Et dès que la voile fait certains mouvements, il faut que je me dise « Ah, ok, ça va ». Et puis, c'est un peu dur maintenant de faire la part des choses entre... Je suis très concentrée, j'ai un peu peur parce que c'est le contexte, c'est l'aérologie, ou parce que c'est mon mental. Et du coup, là, dans tous les cas, je vole rarement toute seule. Souvent, je vole avec des amis. Et donc, je peux toujours débriefer en disant « Là, t'en as pensé quoi ?» etc. Mais je fais des choses tranquilles. Je fais pas des longs vols. Pour l'instant, tu reprends tranquillement. Voilà, je reprends tranquillement. Et j'essaie vraiment de me dire « Force pas les choses, parce que sinon, ça va te dégoûter. » Alors que j'ai envie de faire comme les copains et de faire des trucs. Mais vas-y, petit à petit et profite. Ouais, laisse venir les choses. Laisse venir. Et puis après, j'ai des envies. Tu vois, j'ai envie de faire le paralpinisme, par exemple, c'est-à-dire décoller du dôme ou décoller du Bellevue, ce genre de choses. C'est des choses qui me font rêver, bien sûr. J'ai envie de faire ce genre de choses. Mais là, actuellement, physiquement et mentalement, je ne me sens pas encore prête pour ça. Et ça reste des très beaux objectifs, des rêves que je voudrais faire une fois que j'aurai fait tout le travail et mental et reprendre l'expérience et physique. Ok. Et ce que Johan me disait ça, mais je pense qu'il n'a pas tort aussi. Le mental, et surtout en parapente, ça met du temps à se construire. Par contre, ça va très vite à détruire. Et donc là, je suis dans le travail à nouveau de reconstruction qui est très, très long. Qui est très lent. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de sports aussi. Pour beaucoup de sports, exactement. Ouais. Mais c'est bien, tu es tout de suite déjà remonté dessus quand tu pouvais. Ouais, et très vite, j'essayais juste au moins de regonfler la voile au-dessus de la tête. C'est quelque chose qui me donnait envie. Ouais. Puis se redonner confiance, en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais c'est long, vraiment. Ouais. Je sens que mentalement, à chaque fois, c'est pas... Et tu as pu reprendre le travail à partir de quand ? J'ai repris à mi-temps thérapeutique début mai. Début mai, donc c'est quoi, 6 mois après ? Oui, ça doit faire ça, ouais. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, 7 mois. 7 mois après ? Ouais. 6 mois après. Ouais, et parce que je sais que ton travail te tient vraiment à cœur. Ouais. Tu as pu reprendre sans aucun souci la sensibilité au niveau des mains, des nerfs. Ça va, les mains. Ouais. Et j'avais le problème de la chirurgie. C'est un truc qui est génial, mais c'est qu'il faut quand même en faire régulièrement pour pouvoir éviter de perdre des choses. J'ai pu avant retourner un peu au bloc avec des amis, juste pour voir si je tenais debout déjà, pour me remettre dedans. Et rien que le moment où tu es dans le vestiaire et tu te changes, j'étais là, quand même, c'est chouette. Alors que je savais que j'allais rien faire, tu vois, pas opérer, mais c'était déjà très sympa. Et après, quand j'ai repris au bloc, une équipe qui est toute petite, où je travaille à la HFME, mais qui est géniale et qui est hyper bienveillante. Et du coup, j'ai notamment une collègue qui m'a laissé faire très rapidement beaucoup de ces blocs, beaucoup de ces gestes au bloc opératoire, pour que je me remette dedans, que je reprenne le plaisir. Et c'est vrai que c'est très agréable. Et donc, ouais, quand tu es chirurgien, c'est vraiment la partie bloc qui va être stimulante et qui va être très intéressante. Donc, j'ai pu reprendre, mais tranquillement. J'ai repris également les consultations et les urgences de journée. Et après, sur le plan intellectuel ou manuel, j'ai pas senti de problème particulier. D'accord. Par contre, sur le plan physique,
C'est là, en plus, c'est pas vraiment un mi-temps thérapeutique parce que tu es à l'hôpital public, donc tu vas aussi t'adapter à la demande, aux besoins. Surtout quand tu es dans une équipe qui est si réduite, et ben, tu as énormément de demandes, donc tu essaies de faire au mieux. Mais ouais, quand je travaille que le matin, alors c'est des longues matinées, souvent l'après-midi, j'ai souvent encore de la rééducation, de la kiné, j'avais Dynamic Step. Ouais. J'ai besoin de faire des siestes, quoi. Et c'est des siestes de bébé, hein, de quelques heures. Donc, ouais, je sens que besoin de récupérer encore. Je sens que mon corps, il me dit, c'est bien, t'as donné ce matin, t'étais à fond, maintenant. Encore aujourd'hui ? Ouais, encore, ouais. Je sens que j'ai pas le... Je fatigue plus vite qu'avant, ça c'est sûr. Mais je pense que ça va aller de mieux en mieux. Tu revois le neurochirurgien bientôt ? Non, je dois le revoir l'an prochain pour les 18 mois. Ok, pour les 18 mois. Ouais, je l'avais vu en avril ou mars. Et il était plutôt optimiste par rapport à la fracture vertébrale. Après, quant aux séquelles, ça c'est plus les MPR, donc les médecins rééducateurs qui gèrent ça. Et ils disent que ça peut mettre aussi 1 à 2 ans pour récupérer, donc il est encore beaucoup trop tôt pour pouvoir voir l'avenir. Ouais, exactement. Et en parlant d'avenir, est-ce que tu as des projets là dans les quelques mois à venir, sur le mois d'août ou sur la fin d'année 2024, est-ce que tu as des projets sportifs, personnels, d'aventure ? D'aventure. Non, à part refaire des petits vols tout doux en stage, j'ai prévu ça avec des copains, donc ça va être très chouette, avec des copains d'Auvergne. Sinon, profiter des week-ends pour aller en montagne. J'ai rien de très, très fixé. Et surtout que l'an prochain, on a un projet avec des amis, c'est de partir en voilier en Norvège pour faire un peu de ski de rando. Ok. Donc avec Thierry notamment et Adélaïde et Johan. Donc ça pourrait être... c'est déjà un joli projet. En voilier ? Ouais, on va en voilier. Depuis où ? Je sais pas. Il faut que je relise. Il y a encore du boulot dans le projet. Oui. Mais c'est génial par contre. Ouais. Donc vous allez partir en voilier jusqu'en Norvège et en Norvège faire du ski de rando et revenir en voilier. Je crois. Ah non, attends, on doit partir de... Je crois que... Non, on doit d'abord aller en avion. Je sais plus si c'est en Suède ou en Norvège. Il faudrait que je revoie un peu mon topo. Bon, c'est l'année prochaine, t'as encore un petit peu de temps. En tout cas, c'est super sympa. Ouais, c'est un très beau projet. Et puis là, entre-temps, faire des sorties tranquilles d'alpi ou d'escalade ou de parapente, ça me rend déjà très heureuse. Hein. C'est des choses qui me plaisent bien. J'ai pas de gros projets à part à terme essayer de faire du parapente avec... de faire de l'alpinisme avec le parapente dans le sac, ça serait très chouette. Mais c'est pas pour le moment. Il y a un mot moi qui me vient comme ça quand tu m'expliques un peu tout ton parcours, c'est la résilience. Je sais que tu n'es pas spécialement à l'aise avec ce mot-là. Est-ce que tu peux me dire pourquoi parce qu'il y a beaucoup de gens qui te définissent comme quelqu'un de résiliente. Pourquoi tu n'es pas à l'aise avec ce mot-là ? C'est une bonne question. Parce que ça sous-entend quand même qu'il m'est arrivé des choses dures. Et je pense qu'il arrive des choses dures à énormément de gens. Et les gens n'en parlent pas forcément, ne s'en plaignent pas forcément. Moi, j'ai eu des choses un peu compliquées dans ma vie qui ont été brutales et qui ont été... Ouais, qui ont fait mal, qui ont fait souffrir. Entre des choses vers mes proches ou moi physiquement. Mais t'as pas forcément envie d'être défini par un mot qui prend en compte des choses pas agréables qui sont passées dans ta vie. Tu vois, même si je sais que c'est très positif et que ça met un peu en valeur ton mental, ce genre de choses, t'as pas envie tu préfères être défini par par ta bonne humeur, par ta force, par ce genre de choses. Mais je sais que ça peut aussi comprendre tout ça. Alors, je te rassure tout de suite. Mais c'est très intéressant parce que souvent, justement, on le met en mots positifs, mais on ne se rend pas compte de toute la douleur du coup qu'il y a derrière, qui est cachée derrière. Mais je te rassure tout de suite, moi, le mot qui me vient, les premiers mots que j'ai dit justement à Adélaïde, la kiné avec qui on travaille, quand tu es venue, c'est lumineuse. C'est vrai. C'est lumineuse, lumineuse, rayonnante, enfin tous ces mots-là. Quelqu'un qui a du peps, qui lâche pas justement. Mais qui rayonne autour de soi.
Et c'est pour ça que je voulais vraiment t'avoir sur ce podcast-là Ça me touche beaucoup. aujourd'hui. Je vais faire maintenant un exercice qui n'est pas facile, parce qu'il faut répondre au tac au tac. Il n'y a pas le temps de réflexion. Il faut y aller. Il y a 3 questions, pas plus. D'accord ? Le premier, c'est quelle est ta phrase préférée, ton mantra que tu penses qui te définit ou que tu te dis souvent ? C'est très dur. Tic-tac, tic-tac, C'est clair. tic-tac. J'ai pas du tout réfléchi à ça, moi. Une phrase qui te parle, en tout cas. Ouais. Juste qu'on est capable. Et arrêter de se mettre des limites. Alors, c'est très facile à dire et j'arrive pas tout le temps, hein, mais se dire qu'on est capable de faire les choses. J'ai voyagé sur un vieux gréement qui s'appelle l'Hermione. J'avais navigué un peu avec eux et j'ai rencontré plein de gens là-bas qui ont des aventures de vie incroyables et qui montraient ça, justement. C'était rien d'impossible. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait et me dire, OK, on en est capable. Ça peut mettre du temps, ça peut mettre beaucoup de temps parfois parce que tu es capable avec tes capacités, mais tu peux faire plein de choses, je pense. C'est beau. J'aime bien cette idée. C'est très beau. C'est très beau. Tu connais la mienne ou pas ? Parce que non, c'est un peu en lien avec ça. Vas-y. La mienne, c'est tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Et dans cet ordre-là, en fait, c'est tu rêves, ose, travaille. Ouais, tu réfléchis, tu visualises le truc, tu oses le réaliser, tu travailles, t'abandonnes jamais. Parce qu'à un moment donné, c'est dur. Et à ce moment-là, bah, tout est possible. C'est l'idée. Mais du coup, tu l'as encore mieux dit. C'est un peu facile à dire, mais si ça reste réaliste, et il y a plein de choses, je pense, qui sont réalistes qu'on n'imagine pas. Bref. Deuxième question. Si aujourd'hui, tu pouvais mettre 3 personnes autour de la table, vivantes ou mortes, pour discuter, partager un repas, ça serait qui et pourquoi ? Alors, récemment, j'aurais vu la vidéo de Solène Piré, qui est une grimpeuse handisport, qui a gagné pas mal de championnats d'escalade. Alors, je connais pas du tout, j'ai jamais rencontré, mais justement, elle avait ce côté très lumineux, je trouvais chouette. Et elle, il lui manque une main. Donc elle grimpe avec son avant-bras d'un côté. Et elle est dingue, elle fait des choses assez incroyables, et avec une humilité, comme si tout allait bien. Et donc, je pense qu'elle est passée par des choses qui n'étaient pas faciles. Alors elle est née comme ça, donc elle a toujours vécu avec. C'est différent d'un traumatisme, bien sûr, mais j'ai trouvé ça assez fou. Et je pense qu'elle aurait plein de choses passionnantes à raconter. Tout simplement, elle arrivait à faire la magie avec ses capacités, tu vois, dans l'idée d'être capable de... je pense qu'il y a des parapentistes qui sont plutôt rigolos et inspirants parce qu'ils font des choses dingues, comme Damien Lacaze. Alors, c'est un grand nom du parapente, mais il faut être un peu dans le milieu. Mais qui a toujours ce côté très enfantin. Il est là pour s'amuser. Oui, à la base, il est là pour s'amuser. Alors, par contre, il se challenge tellement qu'il fait des trucs de fou, hein, et c'est un des meilleurs. Mais c'est toujours le but, c'est de profiter, et il montre ses erreurs. Il fait des vidéos sur des choses qui fait mal. Il montre quand ça va bien. Il est très, très vrai, et j'aime beaucoup ce côté de... je suis là pour le fun, quoi. Je pense qu'il y aurait aussi Candice Kramer, qui est la navigatrice. Clarisse Kramer, pardon, je vais y arriver. Qui part sur le Vendée Globe aussi cette année. Il commence à y avoir de plus en plus de femmes navigatrices, mais elles ne sont pas encore toutes là. Elle a vécu des choses compliquées justement avec ses sponsors parce qu'elle a eu la joie d'avoir un enfant, mais ça ne s'est pas forcément très bien passé, de ce que j'ai compris niveau sponsor. Et je pense qu'elle a aussi un parcours qui est passionnant. Et sur la vie en solo, alors, de ce que je comprends, hein, quand tu es en mer tout seul, tu n'es jamais vraiment tout seul parce que tu as toujours des gens avec qui tu peux communiquer, mais finalement, c'est quand même toi qui fais les choses. Un peu comme en parapente, c'est toi qui es maître de ta barre et qui doit t'adapter au vent, aux marées, à la mer, comme un peu en voile. Et quand tu lis ou écoutes des choses sur elle,
Ça a l'air aussi d'être quelqu'un de très inspirant, qui s'est donné les moyens de faire ce qu'elle voulait. Qui a eu des coups de pouce, bien sûr, mais qui s'est donné les moyens. Voilà. Je crois Ça serait une belle tablée, en tout cas. Voilà. Et la troisième question. Tu pourrais prendre un téléphone et appeler la Luce qui a 8 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que tu lui dirais? De se faire confiance, je pense. De faire confiance à ses envies, à ce qu'elle veut être et d'y aller, de foncer. C'est un beau message. Voilà. C'est un beau message. En tout cas, merci Luce pour ce beau C'était un moment de plaisir. partage. C'était un vrai plaisir de t'avoir avec moi ici. Est-ce que tu sais où est-ce qu'on peut retrouver ce podcast? J'imagine sur Spotify, YouTube. Exactement. Tu as bien J'ai répondu. bien travaillé, C'est hein. bon. J'ai fait mes devoirs. Tu as validé le podcast. Et donc voilà, on se retrouve. Vous pouvez nous retrouver sur les plateformes comme YouTube et Spotify. N'hésitez pas à liker, partager et commenter les vidéos. Vous pouvez aussi allumer la petite cloche pour avoir toutes les notifications et savoir quand est-ce qu'on sort les nouveaux épisodes. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode.